La plénière d'aujourd'hui, c'est collecte entre confiance et défiance. Et pour introduire le sujet, pour présenter mes camarades ici autour de cette table virtuelle, je me suis posé la question de la manière de procéder. Finalement, je me suis dit que j'allais, moi, me présenter à vous. Alors, je m'appelle Grégoire, je suis né garçon à la fin des années 70 dans une famille de 3 garçons dont les parents ont fait des études supérieures. Et j'ai grandi à la campagne, à quelques dizaines de kilomètres d'une grosse ville en France, dans le sud-est de la France. J'ai grandi de manière très heureuse, j'ai moi-même fait des études, j'ai fondé une famille et je vis toujours dans le même type d'environnement, la ruralité, à proximité d'une métropole. Quand je travaille pas, j'aime faire de la musique, j'aime découvrir des choses nouvelles, je suis pas fan de la routine, j'aime bien quand les choses bougent un petit peu. Je vais arrêter cette présentation-là, mais déjà, je suis certain que vous vous êtes fait une idée de moi. Parmi vous, il y a celles et ceux pour qui j'apparais comme quelqu'un de plutôt sympathique. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses. Pour celles et ceux-là, j'inspire sans doute une certaine confiance. Et puis, il y a ceux et celles pour qui je suis moins sympa, et pour eux, j'inspire au contraire une certaine défiance. J'espère sincèrement que vous êtes quand même moins nombreux pour cette partie-là. Parce que oui, en fait, en me décrivant comme ça, vous vous êtes construit une image mentale de moi qui fait appel aux diverses représentations qui sont les vôtres et aux diverses valeurs qui sont les vôtres. Alors, plusieurs choses. D'abord, je vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout dit de moi. Et puis deuxièmement, dans ce que je vous ai donné comme information, il y a des données plutôt froides et des données plutôt chaudes. Alors, les données froides, ce sont les données qui sont factuelles. C'est mon lieu de vie, c'est ma génération, c'est mon genre. Et puis les données chaudes, là, ce sont mes expériences, mes appétences, mes goûts. Eh bien, nos invités aujourd'hui, ils vont nous parler de tout ça, de ces données froides et de ces données chaudes, et de la manière dont elles peuvent vous permettre d'optimiser, vous, votre collecte, en comprenant, pour mieux les maîtriser, et la confiance et la défiance. Autour de la table virtuelle ici, il y a Laurence de Nervaux. Laurence, elle dirige depuis 2021 Destin commun. C'est un think and do tank qui travaille sur les enjeux de cohésion sociale et de démocratie et qui est la branche française de l'organisation internationale More in Common. Auparavant, Laurence a travaillé 7 ans à la Fondation de France, où elle a notamment dirigé l'Observatoire de la philanthropie. On a aussi autour de la table Renaud de Beaucorps qui dirige Octos. Il est pionnier dans l'exploitation de données open source. Vous allez tout comprendre avec lui, ça va être fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des données qui sont en accès libre et il les croise pour mieux comprendre nos comportements, comment nos comportements peuvent être corrélés à certaines données dites froides. Et puis, last but not least, Antoine Vaccaro, que tout le monde ici connaît, je pense, qui est aussi un pionnier de la collecte de fonds et de la philanthropie. Son expérience dans le domaine est colossale. Il est président notamment du CERFI, le Centre d'études et de recherche sur la philanthropie. Il est président de Force for Good. Alors, avant de te donner la parole, Antoine, cher président, nous allons déjà vous poser une petite question via l'outil sondage que nous permet l'outil Livestorm. Cette question-là, Valentin, si on peut avoir ce sondage. Voilà. Comment est-ce que vous décririez la relation actuelle entre les donateurs et les organisations philanthropiques? Est-ce que, pour vous, vous êtes plutôt confiant, plutôt assez confiant, plutôt très confiant, pardon, plutôt assez confiant, peu confiant ou pas confiant? Donc, je vous laisse répondre à la confiance et soumettre votre vote. Et nous allons voir comment vous percevez cela. Alors c'est plutôt positif, Antoine, puisqu'on a 88% de confiants. Merci beaucoup, Grégoire, pour cette introduction. Pardon pour ce léger retard qui est lié en fait au fait que j'ai deux mains gauches et j'ai eu des complications pour me connecter. Enfin maintenant, nous sommes en ligne, on va pouvoir commencer à travailler. Moi, je vais faire une introduction assez rapide pour laisser la parole à Laurence et Renaud, qui sont finalement les deux personnes qui vont nous éclairer sur cette question de la confiance et de la défiance. Vous dire simplement, si tu peux afficher la slide suivante, Grégoire. En fait, depuis une quarantaine d'années, le secteur de la philanthropie, la générosité des Français a eu une vraie dynamique, une vraie croissance, parfois à 2 chiffres et parfois un peu plus lente. Mais depuis quelques années, on sent malgré tout un certain tassement, pour ne pas parler en fait de l'arrivée d'une certaine maturité en fait du système de générosité, puisque même si la croissance est de quelques 3-4% chaque année, on constate en fait une difficulté à faire arriver de nouveaux donateurs nets au secteur, puisque l'essentiel de cette générosité est assuré par la fidélité des
des donateurs qui ont déjà fait des dons successivement dans leur histoire. Donc, difficulté à embarquer de nouvelles générations dans la générosité, enfin de nouvelles générations de donateurs dans cet écosystème de la générosité. Donc, c'est un système qui est aujourd'hui assez mature et de ce fait-là assez en tension sur les questions finalement de entre guillemets de concurrence, de compétition pour solliciter cet euro philanthropique. Un indicateur qui pour moi est assez fort aussi, c'est que c'est une générosité qui aujourd'hui se répartit entre une très grande philanthropie, des donateurs à fort patrimoine ou à fort revenu qui finalement tirent la générosité vers le haut, et une multitude qui finalement tente de rivaliser avec cette tendance de concentration de la générosité entre quelques mains de grands donateurs ou grands philanthropes, qui est en fait en quelque sorte une espèce de dualité qui est intéressante puisqu'elle est une des caractéristiques de la dynamique française en matière de philanthropie. Les Anglo-Américains ont des tensions beaucoup plus fortes puisque un tout petit pourcentage des donateurs, notamment américains, représente quasiment la moitié de la générosité américaine. Si sur les 480 milliards de dollars que les Américains ont versés en 2023, quasiment 10% sont assurés par 50% pardon, sont assurés par 10% de ces donateurs. Donc on a face à nous en fait une sorte de déséquilibre entre une philanthropie plutôt de grands donateurs et une multitude qui essaie finalement de rivaliser et de contribuer à cette générosité. Ce qui est aussi pour la France une caractéristique peut-être et nous garantit une certaine forme de démocratie dans l'expression de l'intérêt général. Ce mouvement aussi de maturité montre aussi un décrochage des petits donateurs, des petits revenus en fait, des foyers à plus faible revenu et patrimoine qui sortent ou baissent en fait le montant de leur générosité. De tout temps, depuis que cette générosité disons à la française a émergé dans les années 70, la question finalement de l'encouragement à la générosité, au don, a reposé, et on s'est rendu compte à la mesure des scandales qu'on a pu constater décennie après décennie, que tout reposait sur la confiance. C'est-à-dire que c'est la confiance que font finalement les ménages français, les foyers français, les Français en général, vers le monde associatif, qui est un des éléments de cette dynamique. On l'a constaté dans votre sondage, mais on le constate aussi dans des sondages plus ouverts sur l'ensemble de la population, que les associations et les fondations restent parmi les acteurs en qui les Français apportent le plus de confiance comparé aux politiques, aux journalistes ou à d'autres intermédiaires, enfin à d'autres corps de la société. Et ça, c'est en fait en quelque sorte une espèce de trésor dont disposent encore les associations et les fondations, ou ce tiers secteur plus largement, qui à chaque fois que cette confiance est écornée, cela impacte en fait le mécanisme global de soutien aux causes d'intérêt général. Et notre souhait, notre souci, en tout cas notre préoccupation, c'est de faire en sorte comment cette confiance résiste en fait à tous les assauts des mécanismes ou des tendances qui finalement tirent les gens vers une certaine forme de défiance. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de chercheurs de l'école d'économie de Paris qui s'appelle La fabrique de la défiance, et on montre qu'en France en fait il y a effectivement une espèce d'ingénierie du chaos qui existe que dans d'autres pays occidentaux, qui finalement tend à discréditer toute forme d'action, toute forme d'expression au niveau de l'activité même de l'intérêt général. Donc pour nous c'est un vrai sujet, c'est pour ça que cette plénière d'ouverture est très très importante. Pour conclure nos propos, c'est comment faire en sorte de comprendre quelles sont les intentions, les motivations, les comportements, les pensées de nos donateurs, comment arriver à répondre à ces préoccupations, et surtout comment en permanence maintenir et soutenir en fait la confiance que cette population a vers ces acteurs, de manière en fait à poursuivre en fait en tout cas poursuivre l'augmentation et l'adhésion des Français à l'intérêt général par le biais des causes associatives et les fondations. Donc voilà quel est en quelque sorte le propos introductif, et je vais laisser la parole à Grégoire qui va redistribuer la parole à nos intervenants.
Alors, la confiance et la défiance, merci Antoine, c'est effectivement un point central qui permet aux citoyens que nous sommes de pouvoir agir et avoir et exprimer notre générosité. Et il y a des données qui vont vous permettre de comprendre certaines choses. Renaud, je te laisse la parole. Toi, tu travailles, Renaud, sur des données dites froides, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a deux types de données. Il y a les données chaudes que Laurence va nous expliquer, qui permettent d'étudier le lien entre un donateur et une cause. Et il y a les données liées sur le volume, qui sont basées sur la première des données, bien sûr, c'est l'INSEE, c'est le recensement. Le meilleur plan de sondage aujourd'hui, et tous les plans de sondage qui sont faits en France actuellement, sont faits, comme vous le savez, avec les 5 critères, le sexe, l'âge, le CSP, les tailles des communes et les régions. Et à partir de ces 5 variables, on est capable d'avoir un échantillon représentatif de la France ou d'avoir une vision de votre base de données CRM à partir de ces critères. Donc, comment faire converger les données des sources en open data et les données des sources ce que j'appellerais chaudes, les recherches en psychologie sociale, pour justement renforcer la confiance. Parce que si on n'a pas un bon plan de sondage, si on ne comprend pas quelles sont les attentes, les codes générationnels, les codes des territoires dans une France de plus en plus archipélisée, on va passer à côté tout du moins d'une optimisation, on va passer à côté des attentes. Et pour justement faire le bien commun, il faut essayer d'être capable de pouvoir faire le bien commun en fonction des attentes des générations et des territoires mis en évidence par les données INSEE. Voilà, donc je vais vous parler maintenant de la vision par volume. Donc, je proposais une petite question en introduction. Êtes-vous satisfait ou pas des outils d'analyse? C'est-à-dire, tout simplement, est-ce que vous, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que la vision que vous avez de vos donateurs dans votre base de données CRM, ou même au niveau des études, parce que vous faites beaucoup d'études pour optimiser votre communication, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les informations qui remontent vous permettent de comprendre vos enjeux de fidélisation, vos enjeux de conquête, vos enjeux de compréhension pour optimiser vos axes créatifs et pour optimiser votre collecte? Voilà, donc je vais expliquer un nouvel outil qu'on a mis en place qui s'appelle les sociophases. Donc, les sociophases, c'est un peu une révolution. Pourquoi? Parce que c'est la première fois en France que les données politiques vont être intégrées dans le marketing. Donc, les sociophases partent de l'IRIS. Donc, il faut déjà comprendre que l'IRIS, c'est une donnée qui est bien comprise par le milieu caritatif. Aujourd'hui, dans la presse, dans l'automobile, dans tous les autres secteurs, même dans les mondes des sondages, on est encore à la commune, alors qu'aujourd'hui, lorsque vous faites un score LEG, un score IFI, un score Grando, vous faites un score de prospection, le caritatif est déjà passé à l'IRIS depuis déjà très longtemps. Donc, c'est vraiment une donnée qui est comprise par le secteur caritatif et qui vont donc pouvoir bien exploiter cette information. Donc, les sociophases, pardon, Grégoire. Ouais, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est que l'IRIS? L'IRIS, c'est tout simplement une donnée géomarketing permet dans les communes, quand elles sont de moins de 2000 habitants, l'IRIS est égal à la commune. Et quand on est des communes de plus de 2000 habitants, il y a autant d'IRIS qu'il y a 2000 habitants. Donc, par exemple, à Paris, il y a 2 millions d'habitants, il y a 1000 IRIS. D'accord? Donc, l'IRIS, c'est plutôt une donnée qui permet de mieux comprendre les zones urbaines, puisque les zones rurales, en gros, restent au niveau de la commune. Voilà. Et c'est une donnée qui est gérée par l'INSEE. Donc, c'est important de comprendre que les mises à jour des IRIS et l'évolution des IRIS est faite par l'INSEE. Donc, les sociophases, c'est une typologie à l'IRIS. Sur les 67 millions de Français, on a fait une typologie en 9 classes et qui est représentative de la population française. Donc, c'est aussi bien valable à la fois pour comprendre un CRM, mais aussi pour comprendre les études. Là, on vient de signer avec OpinionWay et La Poste pour mieux comprendre les services de La Poste et les territoires de La Poste. Ils vont aussi utiliser ces 9 classes et ces 30 sous-classes avec un sondage de 5. Alors, on a perdu 10 000 bureaux de vote aux 50 700 IRIS. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que les données des votes sont disponibles par Open Data.
Donc, on a les résultats sur les 70 000 bureaux de vote avec les 23 millions d'inscrits. Grâce aux adresses des 23 millions d'inscrits, on a pu passer à l'IRIS et c'est comme ça qu'on a pu transformer les résultats politiques qui est géré par le ministère de l'Intérieur avec une grille de lecture au niveau de l'IRIS. Donc, on a des résultats maintenant, aujourd'hui, qui sont à l'IRIS. Donc, grâce à ça, on va pouvoir faire, grâce à l'hybridation des données, récupérer les données de l'INSEE qui sont à l'IRIS. On a aussi les 14 millions de transactions immobilières de 2014 à maintenant qu'on a réussi, puisqu'on a l'adresse, à remettre à l'IRIS. Et ce qui fait qu'on a pu faire un modèle où on a intégré les données de l'INSEE, les données des valeurs foncières, les données des élections. Et on en a fait un modèle en 9 classes, en 30 sous-classes, qu'on a appelé ouverture et fermeture sur le monde. Donc, on n'aura pas tout à fait le temps, bien sûr, dans cette présentation de présenter tous les résultats et tout ce qu'on peut obtenir avec cette nouvelle typologie. Mais aujourd'hui, il y a une trentaine d'associations déjà qui utilisent cette grille des lectures, soit dans le cadre des tableaux de bord, soit dans le cadre des scores, pour optimiser la connaissance qu'ils peuvent avoir de leur clientèle. Et donc, ces sociophases, c'est un nouveau plan de sondage qui est complémentaire de l'INSEE. Donc, on continue toujours à faire les sondages avec les 5 critères traditionnels, mais plutôt on ne peut plus lire les résultats au niveau de la commune. Donc, aujourd'hui, on va les lire au niveau des sociophases. Et là, on reprend la main sur l'aspect territoire, alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez un sondage sur les tailles des communes ou sur les régions, on n'avait plus assez de différence parce que les mailles sont trop larges, aussi bien au niveau de la région qu'au niveau de la commune, pour comprendre l'archipélisation de la population française. Donc, un nouveau plan de sondage complémentaire de l'INSEE pour optimiser les ciblages, pour optimiser les profiling et la connaissance clientèle, et bien sûr pour optimiser la représentativité des sondages. Juste puisqu'on parle de sondage, on en a lancé un au début de la présentation. Non, pas vraiment, c'est 39%. Non, pas vraiment, je ne suis pas vraiment satisfait des outils d'analyse mis en place par mon CRM. 39%, c'est ce qui est majoritaire. On a 29% pour oui, mais il y a des améliorations. 23%, on n'a pas d'outils. Et il n'y a que 9% des sondés qui sont ici sur Livestorm qui sont d'accord avec le fait que leur outil CRM répond à leurs attentes. Et alors, c'est clair qu'aujourd'hui, avec l'archipélisation de la France, plus on va vers cette archipélisation, plus il devrait y avoir une inversion, c'est-à-dire que on va d'abord comprendre les données de l'INSEE de la France, les données des valeurs foncières et des données politiques, qui vont venir éclairer les données de la collecte, et non pas l'inverse, où avant on prenait les données de la collecte parce qu'il y avait une croissance, comme disait Antoine tout à l'heure, on a connu beaucoup de croissance, et plus on était en croissance, moins les données de l'INSEE sont importantes, et moins on est en croissance, et plus les données de l'INSEE vont venir éclairer là où il y a pas de croissance. Voilà, donc sans rentrer trop dans les détails, vous avez 9 classes qui sont représentatives des 67 millions. Donc, on a la classe 1, c'est la gentrification, les gilets jaunes, les banlieues, les métropoles, les classes supérieures, la périurbanité, les classes populaires, la ruralité en crise et la ruralité profonde. Voilà, donc ça, c'est au niveau des 50 000 iris, chaque iris étant positionné dans une de ces 9 classes. Alors, pour comprendre le modèle, vous avez l'axe horizontal. À droite, vous avez les iris à faible densité, on est dans les campagnes. À gauche, on est dans l'iris à forte densité, on est dans les villes, voire dans les métropoles. Et l'axe 2, en haut, on est sur les CSP+, en bas, on est sur les CSP-. Vous avez la courbe de l'activité, c'est-à-dire que dans les banlieues, c'est là où on a les revenus les plus faibles, où on a le plus fort taux de chômage. La courbe jaune suit la courbe de l'activité. Là où on a le plus d'activité, c'est en haut sur les CSP+, dans une périurbanité, parce que pour faire de l'industrie, il faut de l'espace. Par contre, là où on est le plus de valeur, c'est le prix de l'immobilier, c'est sur la courbe rouge. Et on est dans les métropoles, c'est là où il y a le plus de valeur. À Paris, tu as 10 000 euros le mètre. Dans les campagnes, on est à 1 000 euros. Et on constate que la courbe jaune, la courbe de l'activité, est perpendiculaire à la courbe du prix de l'immobilier, ce qui prouve qu'effectivement, en France, il y a un problème. Le travail n'est plus le premier facteur de répartition des richesses et qui permet d'accéder à l'ascenseur social. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on se dit qu'il y a des choses à faire. Et justement, le métier de Laurence, le destin, va essayer, par les données chaudes, d'essayer de comprendre ces enjeux pour apporter justement des solutions
pour créer des liens et du lien entre les donateurs et les causes, et chaque cause apportant un peu de ciment pour essayer de fédérer et de réparer cette vision économique qui est quand même assez difficile, puisque plus la crise va s'accentuer et plus les profils des sociaux CSP+, vont descendre vers les profils sociaux CSP-. Et donc, on va le voir juste après. Alors, voilà, on va le voir après, pardon. Donc, on est là pour montrer que les sociophases, comme on est à l'IRIS, on a aussi la vision de Paris. Alors là, à Paris, on est sur le haut de la pyramide de la valeur. On était à 10 000 € le mètre. On était dans la classe des métropoles. Et on a 4 sous-classes. On a une classe qui vote Macron, une classe au centre qui vote à gauche et PS, et LFI en marron. Donc on voit que lorsque vous allez faire un potentiel du score, vous allez essayer de fidéliser vos donateurs, ben vous allez peut-être pas fidéliser de la même façon suivant le type de cause que vous représentez. Sur Paris-Ouest, vous n'aurez pas les mêmes profils de donateurs que sur Paris-Est, etc. Donc, les sous-classes vont vous aider à mieux comprendre les enjeux économiques éclairés par les données politiques qui vont vous permettre d'adapter vos codes, d'adapter vos messages, vos axes créatifs en fonction des profils qui ont été mis en évidence. Voilà, donc là c'est un exemple sur Paris, mais on peut bien sûr décliner toutes les sous-classes sur l'ensemble des métropoles, et ça va permettre à ceux qui ont des grosses causes, qui ont beaucoup de zones régionales, ils vont pouvoir adapter les actions locales, et c'est pas qu'un outil pour pouvoir optimiser les actions au niveau des silos et au niveau des actions multicanales. Merci Renaud. Alors, on a effectivement une complémentarité dans nos deux invités aujourd'hui. Renaud traite, vous l'avez compris, des données froides, c'est-à-dire quel est votre revenu, quel est votre lieu d'habitation, et aussi qu'est-ce que vous avez voté aux dernières élections. Laurence, le rôle de destin commun et la mission de destin commun, c'est une vision qui procède du même type de réflexion, mais avec d'autres types de données, c'est ça? Oui, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin, et merci à Antoine pour cette invitation. La mission de destin commun consiste à essayer de comprendre les racines des tensions et des divisions qui traversent la société aujourd'hui, et au contraire d'identifier des axes ou des approches qui permettent d'aller chercher plutôt du consensus, du rassemblement et de l'apaisement. Mais donc on part, comme Renaud, d'un travail d'analyse de la société, d'un travail d'analyse de l'opinion. Je vais expliquer un petit peu plus notre méthodologie, mais peut-être pour revenir à la question initiale d'Antoine et à cette problématique qui est la nôtre aujourd'hui autour d'une part de la confiance et d'autre part du lien. Je dirais qu'en m'appuyant sur nos recherches, nos travaux de recherche, si je devais citer quasiment un seul mot pour caractériser notre époque, ce serait sans doute celui de la défiance, effectivement. La défiance à l'égard de la politique, de la science, des institutions est très élevée, en particulier en France. Nous, on travaille dans 7 pays différents et on voit justement qu'elle est plus élevée encore en France qu'ailleurs. Alors, si on a des données, il y en a sur notre site internet si vous voulez creuser ça, qui font une sorte de spectre de la défiance. On demande est-ce que vous avez confiance dans plein d'acteurs différents. En haut de l'échelle, on trouve les proches, les petits commerçants, et puis les professions autour de la sécurité qui vont rassurer, l'armée, la police, mais aussi toujours la proximité, les voisins, les petits commerçants, voilà. Tout en bas de l'échelle, on trouve des profils politiques et aussi les journalistes. Il y a cette grosse défiance vis-à-vis des médias. En relatif, les associations s'en sortent plutôt pas trop mal. Elles sont grosso modo au milieu du spectre. Et en plus, il y a un effet conjoncturel, le contexte. De façon peut-être paradoxale, le contexte qu'on vit aujourd'hui dans notre pays de grande instabilité politique, je pense, a tendance plutôt à renforcer les associations parce qu'elles sont perçues, par contraste, comme plus solides et plus stables dans le temps. Donc ça, c'est important de s'y attacher et de capitaliser là-dessus. Alors, cette défiance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle se double d'une grande anxiété.
Les Français sont extrêmement inquiets. Il y a l'éco-anxiété qu'on connaît bien. Il y a aussi ce qu'on appelle l'info-anxiété, c'est-à-dire en gros, on va quasiment couper les infos parce qu'on n'arrive plus à gérer le trop-plein d'anxiété de l'information. Grosso modo, ça, c'est 6 Français sur 10, c'est beaucoup. Et on sait que l'anxiété, elle peut être paralysante, elle peut empêcher l'action. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais la confiance, en fait, c'est pas seulement la confiance dans les acteurs, les institutions, c'est aussi la confiance en l'avenir. Il y a aujourd'hui 84% des Français qui disent notre pays va dans la mauvaise direction. Donc cet espace de défaitisme qui est quasi généralisé aujourd'hui dans notre pays, là aussi, il peut être démobilisant. Et dans l'histoire qu'on va raconter, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, parce que chacun d'entre vous, vous avez un rôle à jouer dans cette vision que les Français ont de notre pays. L'histoire qu'on va raconter, elle peut contribuer à renforcer ou à atténuer cette défiance vis-à-vis des autres ou des institutions, et cette confiance ou défiance aussi dans l'avenir. Voilà. Il y a vraiment une continuité entre confiance en soi, confiance dans les autres à un niveau macro, et confiance dans le collectif, les institutions. Et puis, cette défiance, elle alimente fortement le sentiment de division. Et c'est là qu'on en vient à notre question de le don comme vecteur de lien. Aujourd'hui, dans nos enquêtes, on voit que c'est 77% des Français qui disent « notre pays est divisé ». Et même beaucoup plus fortement encore, c'est 54% qui disent « nos différences sont trop importantes pour que nous puissions continuer à avancer ensemble ». Voilà. Ça, on a basculé, si vous voulez, dans une majorité de Français depuis grosso modo 1 an ou 2, qui disent en fait, on est trop divisé, quoi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour développer le don dans un contexte de défiance et de division ? Comment à la fois il y a des enjeux pragmatiques, bien sûr, le maintenir, le faire croître en volume, mais aussi en faire un élément de renforcement de la cohésion plutôt que de creusement des divisions. Alors, justement, je vous disais que nous, on cherche à comprendre les racines de ces tensions, de ces divisions, et aujourd'hui, les tensions, les divisions, elles ne sont pas seulement liées à des déterminants socio-démographiques. Les deux sont complémentaires, c'est pas exclusif évidemment, mais vous avez ici un résumé, une synthèse des types d'indicateurs qu'on utilise dans le travail qui nous a permis d'établir une typologie de la société française avec six grandes familles de valeurs. Alors, quand on parle de typologie, là, Renaud vous a présenté les sociophases, moi je vous présente une autre typologie. Je vous dis tout de suite, ça m'arrive souvent que les gens me demandent, par exemple, en comparant avec Cluster 17, qui est une organisation qui fait des typologies politiques, ils me disent, mais alors c'est laquelle la bonne segmentation? C'est la vôtre ou c'est celle de Cluster 17? Je dis toujours, aucune des deux. Enfin, une typologie, c'est un outil, c'est toujours imparfait, c'est toujours simplificateur. Évidemment que la société et l'âme humaine sont plus complexes que ça, mais c'est des outils qui ont une valeur heuristique, qui permettent de comprendre des choses sur les grandes tendances dans la société. Évidemment, il y a aussi de l'inné et de l'acquis, c'est une question qu'on me pose souvent. Ces grandes valeurs que vous avez, ces grandes dimensions des systèmes de valeurs que vous avez sous les yeux, il y en a certaines qui relèvent plus de l'inné, d'autres plutôt de l'acquis, et c'est un mix, et c'est complémentaire avec les grilles socio-démo. Et le but de tout ça n'est pas de mettre les gens dans des cases, mais plutôt de comprendre les fondamentaux des différents groupes qui sont en présence, de savoir en quelque sorte d'où les gens partent, pour travailler sur les points communs et la cohésion. Alors là voilà, et ça c'est pour illustrer, si vous voulez, de façon un peu humoristique, le fait que les indicateurs purement sociodémographiques, en fait, mettraient ces deux personnes dans une même catégorie, dans une même case, sauf pour faire le lien avec le travail de Renaud, que là, il n'y a pas le vote. Et effectivement, je pense qu'ils ne voteraient pas forcément pareil, en tout cas, ils n'auraient pas les mêmes valeurs politiques. C'est pour ça que l'approche de Renaud, je pense, mixe du socio-démo vraiment froid et la dimension politique qui fait plus le lien justement avec les valeurs. Alors, pour vous présenter les 6 groupes qu'on distingue dans la société française, ce sont ceux-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des 6 groupes, mais c'est juste pour vous en donner un petit aperçu, et c'est décrit en détail sur notre site internet là aussi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a certains groupes qu'on entend beaucoup plus dans le débat public, qui sont beaucoup plus engagés dans la conversation nationale, en particulier les militants désabusés d'une part, les identitaires d'autre part, qui ont des visions du monde très fortement constituées, et qui vont être un peu la France polémique, qui vont s'opposer sur les sujets, mais en fait, ils représentent un petit tiers de la société. Entre les deux, il y a beaucoup de groupes qu'on entend moins. Et alors donc, comment est-ce que cette grille de lecture peut être un outil pour d'abord accroître l'engagement? On a beaucoup d'indicateurs dans nos enquêtes sur différents types d'engagement. Donc là-dedans, il y a bien sûr le don. C'est un petit là, mais vous voyez, c'est la cinquième groupe de barres en partant de la droite, donner de l'argent à une association.
Et puis, tous indicateurs confondus, vous voyez là, là où il y a les 2 barres qui sont entourées, que ça, c'est ceux qui répondent aucun de ceux-là, c'est-à-dire qui n'ont aucun type d'engagement. Donc, ça permet tout de suite de voir qu'il y a 2 familles de valeurs qui sont globalement plus engagées que les autres, qui sont les stabilisateurs et les militants désabusés. Puis qu'il y en a 2 qui sont nettement moins engagés, qui sont les laissés pour compte et les attentistes. Les attentistes, c'est le groupe le plus jeune. Il n'y a pas une seule famille où il y a de jeunes, il y en a grosso modo 3 où les jeunes sont surreprésentés. Mais là, c'est les jeunes qui sont plutôt désengagés et qui s'intéressent peu, on va dire, à la vie de la cité. Qu'est-ce que ça permet là de faire comme travail? Ça permet de se dire, on peut faire des choix. On peut soit se dire qu'on va faire de l'intensif, qu'on va aller stimuler au maximum les militants désabusés et les stabilisateurs dans une logique grosso modo de ROI, ou bien qu'on va faire de l'extensif, qu'on va aller stimuler différents groupes et d'autres groupes. Enfin, les deux d'ailleurs pouvant converger dans une logique de ROI. Mais je trouve que c'est important de revenir à ce que disait Antoine tout à l'heure. En France, le fait qu'on a un très grand nombre de petits dons, c'est plutôt une garantie démocratique, mais comme il l'a dit, ça tend plutôt à s'éroder, ça, en lien avec le contexte socio-économique, mais aussi à cette question, je pense, de confiance. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une porosité entre les différents types d'engagement, et ça, on avait travaillé sur ce sujet avec France Générosité en 2022, pour essayer de pousser ce qu'on a appelé là le continuum de l'engagement, c'est-à-dire conscientiser davantage dans les comportements le fait que et valoriser le fait qu'un engagement peut amener à un autre et qu'il y a une fluidité, ce qui permet de lutter aussi contre un sentiment d'impuissance qui est très très élevé dans notre pays aujourd'hui, et donc de lutter aussi contre la défiance, parce que en fait il y a un lien direct entre l'engagement à titre individuel, en l'occurrence là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le don, et la confiance. Il y a vraiment une implication mutuelle entre les deux, sous la forme un peu d'un cercle vertueux. On a montré dans nos enquêtes que les donateurs ont davantage confiance dans l'information, dans la science, et ce lien, la causalité en fait est dans les deux sens, enfin l'implication est dans les deux sens. Donc en fait l'augmentation du volume en elle-même c'est aussi un enjeu démocratique. Voilà. Et puis on peut se dire qu'on va essayer plutôt de pousser le développement du don par type de cause. Je reviens simplement là-dessus pour voilà. Ce qui est important, c'est de savoir que quand on regarde les dons par électorat, je ne vous ai pas mis le slide ici, mais on a fait cette enquête pour France Générosité qui est sur notre site, on voit effectivement qu'il y a des grosses distinctions qui se dessinent et qu'on a, selon les familles politiques, des préférences pour certaines causes. De façon schématique, le vote à gauche, ça va être beaucoup le climat et des sujets comme les migrants, par exemple, ou la précarité. À droite, ça va être beaucoup l'enfance, la recherche médicale. Il y en a d'autres, mais je donne des exemples. Le vote extrême droite est corrélé de façon plus importante que dans la moyenne à la cause des animaux et à la cause du handicap. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Les valeurs, nos valeurs personnelles, individuelles, évidemment, elles font partie des motivations du don et c'est des motivations parfaitement légitimes. Le but n'est pas de nier ça. Et nos identités aussi, ce sont des valeurs qui ne sont pas négatives en elles-mêmes. C'est comme la fierté, c'est une valeur qui peut être mobilisée de façon positive ou de façon négative, je pense. Mais tout est une question à la fois de dosage et d'intention. Et là, je voudrais vous parler d'une façon d'utiliser l'identité. En politique, on appelle ça identity politics. C'est le fait vraiment d'aller mobiliser les valeurs, la dimension culturelle et identitaire de notre opinion à des fins politiques, mais de façon très parfois confrontationnelle. Et en fait, on peut faire de la identity politics, on peut aussi faire du identity marketing. C'est tentant parce que ça marche, ça fonctionne, ça mobilise les gens. Et on le voit très bien en politique, que je n'ai pas besoin de vous parler des États-Unis. Donc voilà, le problème c'est que ça marche, c'est pour ça que c'est tentant. Mais ça comporte des risques, justement, d'amplifier ces phénomènes de division. Et c'est là qu'on peut voir des phénomènes vraiment de polarisation intervenir. Donc la polarisation, c'est notre cœur de sujet, nous. C'est quand on voit en fait des schémas du type nous contre eux. Ça peut être le peuple contre les élites, les Français d'origine contre les personnes immigrées, les jeunes contre les vieux. Donc tout l'enjeu, c'est que ces identités et ces valeurs, elles soient mobilisées dans une logique d'élargir le nous plutôt que de faire du eux contre nous. Et ça, vraiment, je pense que
les acteurs de la générosité, les fundraisers, les acteurs du marketing et de la communication ont un rôle et une responsabilité dans la façon dont ils vont forger les messages de collecte de ce point de vue-là. Et un tout petit point sur la notion d'archipélisation que Renaud a employé de nombreuses fois. Vous savez tous d'où ça vient, c'est Jérôme Fourquet qui a écrit un livre qui s'appelle L'archipel français. Cette image mentale, elle est très puissante, elle est très efficace, l'image de l'archipel. Pour moi, elle n'est pas neutre. Et cette image, elle est devenue aujourd'hui une image de référence. Et Jérôme Fourquet l'a pensée, l'a voulu comme ça. Mais elle n'est pas neutre parce qu'elle véhicule d'abord et avant tout une image de division. Les îles, il y a de l'eau entre les îles, il n'y a pas de passage. On peut imaginer des ponts, mais dans un archipel, il n'y a pas des ponts entre toutes les îles. Donc c'est quand même plus la vision de la division qui domine dans cette image. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut y faire attention, parce que ça a quelque chose de performatif. Ça nous ramène toujours du côté de la division. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si Grégoire a des points sur lesquels... On a déjà une question. Ouais. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par stabilisateur? Quel est ce critère, les stabilisateurs, qui représentent quand même 19%? Oui. Alors, les stabilisateurs, ce qui les caractérise principalement, c'est que justement, ils sont très attachés aux notions de cohésion et d'harmonie. Ils n'aiment pas quand ça fait trop de bruit, quand ça fait trop de vagues, quand justement il y a trop de confrontations. Ils sont attachés au respect, à la politesse. Et puis, c'est aussi des gens engagés. On l'a vu dans le continuum de l'engagement, là, ils vont être, ils vont pouvoir faire du soutien scolaire près de chez eux ou s'occuper d'une soupe populaire, ou etc. En sociodémo, parce qu'on n'utilise pas a priori les données sociodémo, mais on peut les retrouver a posteriori. Ils sont plutôt middle age ou un peu plus âgés que la moyenne des Français, mais c'est pas le groupe le plus âgé. Et ils habitent un peu moins dans les grandes métropoles. Ils sont plutôt dans des villes moyennes ou petites villes ou en périurbain. Voilà, pour les caractériser rapidement, mais c'est surtout et donc ils ont à la fois un attachement à la cohésion, mais parfois une certaine inquiétude justement sur des sujets qui peuvent leur sembler apporter une déstabilisation. Donc par exemple sur des sujets comme l'immigration, qui est un sujet très clivant dans la société française, ils vont être un peu ambivalents, un peu mitigés, parce qu'à la fois ils ont une empathie, un humanisme, une ouverture à l'autre, et en même temps, ils ont peur de tout ce qui peut leur être présenté ou représenté de manière réelle, des facteurs de déstabilisation, et donc ils peuvent avoir une ambivalence de ce point de vue-là. C'était pour illustrer sur une cause. Alors, est-ce que les Français se positionnent tous? C'est-à-dire qu'on a eu... Charlie, il y a 10 ans, où tout le monde était dans la rue, tout le monde était à peu près d'accord qu'on était tous Charlie, et donc on résistait contre le terrorisme qui attaquait la France, etc. Et puis, les choses ont avancé, et puis moi, j'ai l'impression qu'on m'a demandé de me positionner si j'étais plutôt pour la police ou plutôt pour la jeunesse, si j'étais plutôt... offusqué par le meurtre d'enfants à Gaza ou le rapt de jeunes filles le 7 octobre. Est-ce que les Français se positionnent, ou est-ce que il reste quand même de la nuance et de la transversalité, et on peut être offusqué par telle et telle chose à la fois? Ouais, c'est une bonne question qui est au centre de notre travail, et à ce stade, nous, ce qu'on observe en analysant l'opinion, en essayant de l'analyser de manière un peu fine, c'est que ce qu'on appelle la polarisation, donc ce schéma du type E contre nous, grosso modo, c'est assez largement une illusion aujourd'hui, ou une construction. Mais ça, c'est si on en parle comme état de fait, si vous voulez. On n'est pas foncièrement polarisé aujourd'hui. Si on pense à la polarisation plutôt comme un processus, là, effectivement, il y a des signaux qui montrent qu'on est, on avance vers ça. Pour illustrer sur les deux sujets que tu cites, Grégoire, effectivement, notamment à la suite de la mort de Nahel Merzouk et des émeutes urbaines à l'été 2023, souvenez-vous, le récit dominant dans les médias, c'était un récit polarisé, de France face à face, la France coupée en deux, entre les anti-flics d'un côté, les anti-banlieues de l'autre, etc. Et puis, c'était d'ailleurs très... symptomatique, ça se traduisait dans le don, la générosité, par l'opposition entre la cagnotte A et la cagnotte B. Cagnotte A pour la famille du policier, ou B pour la famille du jeune. En fait, dans notre enquête, on a vu que ça ne reflétait pas du tout l'opinion. On avait 75% des Français qui disaient on peut ressentir de la colère au sujet de la mort de Nahel et considérer que la police fait un travail très difficile. On avait une grande majorité qui était inquiète de l'hostilité vis-à-vis de la police, et parmi ces gens-là,
aussi une majorité qui disait qu'ils étaient inquiets de l'autocité vis-à-vis des jeunes des quartiers. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment les médias. Il ne faut pas non plus mettre tous les médias dans le même sac. Certains médias jouent un rôle assez délétère là-dessus en poussant ces récits et ces visions binaires. Même chose sur le conflit au Proche-Orient. En fait, il y a environ 7 Français sur 10 qui, grosso modo, n'ont pas pris position dans ce conflit, soit parce que, grosso modo, ça les intéresse pas, c'est pas leur sujet, il faut admettre ça, soit parce qu'ils perçoivent justement la complexité, ils disent je soutiens les deux camps de manière égale ou je ne soutiens aucun des deux camps. Et surtout, j'ai de l'empathie pour une empathie croisée. Parfois, on a parlé d'hémiplégie de l'empathie. En fait, ça, c'est très, très, très minoritaire. Voilà. Et sur Charlie, pour terminer là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a une vraie alerte aujourd'hui parce que c'était il y a 10 ans déjà, et on voit que ce qui était de l'ordre du consensus très, très large à ce moment est fragilisé par des schémas de victimisation d'ordre souvent communautaire, voire communautariste, qui peuvent prendre le pas sur la vision du commun. Donc ça, il y a un risque et il faut y être vigilant. Et là aussi, les acteurs de la générosité ont un rôle à jouer. Le fonds du 11 janvier qui avait été créé avant Charlie, ce qu'il avait de formidable, c'est qu'il réunissait des fondations qui n'avaient pas les mêmes objets, qui travaillaient sur la précarité, sur l'Europe, sur même la transition écologique, sur l'antisémitisme, qui se sont retrouvés pour défendre l'essentiel et pour justement faire du pour plutôt que du contre. Voilà. Donc je pense qu'il faut se réaccrocher, se réarrimer à ça. Merci Laurence, merci Renaud. Alors, on va passer au temps, parce qu'il nous reste un quart d'heure ensemble, on va passer au temps des questions que vous pouvez poser à nos intervenants. Juste avant, on va vous repasser un petit sondage. La question du sondage, c'est: quel aspect est selon vous le plus important pour restaurer ou maintenir la confiance des donateurs? Est-ce que pour vous, le plus important, c'est la transparence financière? Est-ce que c'est l'évaluation d'impact accessible? Est-ce que c'est une communication authentique, ou est-ce que c'est l'innovation dans les outils et les méthodes? Je vous laisse répondre à ce sondage et à ces questions. Et puis, pendant que vous répondez, eh bien, on avait une première question. Je vous rappelle qu'il y a un outil question qui est à côté du chat et qu'il vaut mieux utiliser. Comme ça, on peut présenter les questions. Le don, est-ce que c'est un facteur de cohésion sociale dans une approche de solidarité? Qui veut répondre à ça? Est-ce que le don est un facteur de cohésion sociale dans une approche de solidarité? Tu peux commencer, et Renaud, évidemment, n'hésite pas à compléter. Oui. Je pense que c'est ce qu'on a essayé d'expliquer là, c'est qu'il peut être un facteur de cohésion, il peut aussi être un facteur de renforcement des divisions et des clivages. Tout dépend de la façon dont on va justement aller mobiliser les donateurs, aller valoriser leurs dons aussi a posteriori, et quelle histoire on va raconter auprès de ce don. Je pense qu'il n'y a pas de réponse a priori. Il y a différentes façons de se projeter dans la générosité. Oui, puis il y a peut-être les dons, on va dire, d'urgence. On constate que les dons d'urgence, on est beaucoup plus sur des profils plus jeunes, plus métropoles, donc plus sensibles. Et puis on a les dons qui soutiennent une cause sur la durée. Donc on est plutôt sur des profils un peu plus périurbains et un peu plus boomers. Donc suivant la cause, on va avoir des profils quand même très différents, c'est très nuancé. Voilà, à chaque fois qu'il y a eu des grandes urgences, ça a toujours été sur des profils plus jeunes, plutôt X, Y. Et dès qu'on est sur un soutien régulier, avec un don régulier, on rentre dans une stratégie de communication plus traditionnelle. Et dans ces cas-là, on est sur les populations un peu plus âgées, plus en PA et en flank traditionnel. Voilà. Après, il peut bien sûr y avoir des différences en fonction des causes soutenues. Tout à l'heure, Laurence parlait du handicap. Qu'il y avait des différences de profil suivant le handicap, suivant l'enfance, suivant les animaux, etc. Effectivement, ça c'est aussi un critère qui va jouer. L'urgence pour l'enfance sera pas la même que l'urgence pour les animaux ou l'urgence pour la précarité. Enfin voilà, donc c'est aussi un axe important de différenciation. Moi, je voudrais rajouter quand même. Enfin, j'ai quand même le sentiment, et j'étudie ce secteur depuis très longtemps, je vis dedans depuis très très longtemps, que tout élan de générosité par le don, mais il peut être financier, il peut être par du bénévolat ou toute forme d'expression, c'est une espèce d'antivirus
tout ce qui peut être en fait les formes les plus dégradantes de ce qui peut se passer en société. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une vertu du don qui est une vertu peut-être assez la générosité, selon Descartes, dans Les Passions de l'âme, c'est la première vertu de toutes les vertus fondamentales. Je vous recommande ce petit ouvrage qui est un petit essai qui s'appelle les Passions de l'âme, et il exprime en fait que l'expression la générosité probablement l'élément fondateur de toute vie en société et de toute vie en relation humaine, plutôt paisible et en tout cas positive. Donc je pense que c'est un indicateur de bonne santé probablement de la société dans son ensemble. Ça ne veut pas dire que ça va masquer toutes les inégalités, toutes les imperfections, mais le fait que les gens puissent s'exprimer en nombre, en multitude, dans un élan de générosité, c'est plutôt quelque chose qui, à mon sens, positive en fait la société dans son fonctionnement. Merci. Alors, juste pour vous donner le résultat du sondage qu'on a lancé, quel aspect, selon vous, le plus important pour restaurer ou maintenir la confiance des donateurs? Eh ben, c'est assez équivalent. Ce qui se détache, c'est que l'innovation dans les outils et les méthodes, globalement, c'est 6%, donc pas grand-chose. Mais on a à peu près 30 et 34 sur évaluation d'un impact accessible. Ça, c'est 33%. 31% pour la transparence financière et une communication authentique à 30%. Donc, on a ces trois aspects-là, l'évaluation de l'impact, la transparence financière et la communication authentique, qui paraissent être hyper importants pour restaurer ou pour maintenir la confiance. On est d'accord. Alors, attendez, hop, il y a une question. Les associations et fondations, au-delà de leur mission singulière, ne doivent-elles pas penser leur rôle de façon plus large, quasi d'économie politique? Alors, vous pouvez voter là-dessus et je veux bien entendre Laurence et Renaud votre réponse là-dessus. En gros, est-ce que les associations, elles doivent répondre vraiment à l'objet, c'est-à-dire que je fais de la préservation de l'environnement, du soin aux animaux, l'enfance, je gère l'enfance maltraitée, etc. Ou est-ce que, au contraire, j'ai vraiment une mission politique et beaucoup plus large dans le monde d'aujourd'hui et d'économie politique en plus, c'est-à-dire que je vais avoir un rôle économique là-dedans. Alors écoute, nous, on a fait des études sur la générosité avec Opinionway et sur le leg avec Testament solidaire. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté quand même que le profil CSP avait quand même un rôle très important à jouer par rapport à la mission. C'est-à-dire que plus on était CSP+, plus on avait une capacité de projection sur l'avenir. Donc on va être plus proche du climat, on va être capable de sortir de sa préoccupation quotidienne, alors que ceux qui ont quand même des gros soucis de fin de mois, qui sont beaucoup plus CS-, où la vie est beaucoup plus difficile, les précaires, là on va être sur des causes plus, excusez-moi l'expression, mais plus sur la précarité, plus c'est ce qui les entoure directement dans la proximité de vie. Donc soutien à l'enfance, soutien aux animaux, parce qu'il y a souvent les compagnons de vie. Donc je pense que le critère CSP est quand même un critère très important et que les réponses qu'on peut avoir peuvent être très différentes. Plus on se porte bien, plus la situation a une situation économique importante et plus on est capable de se projeter sur l'avenir. Donc, on va être beaucoup plus sur le climat, sur la protection de la planète. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quand même voilà. Après, je pense que chacun peut répondre comme il l'entend, mais je pense que nous, on a constaté quand même que les critères CSP avaient vraiment une incidence très importante sur les causes. Pourquoi cette question, en fait, Grégoire? Il est clair aujourd'hui que nous sommes sur un marché de la générosité. C'est-à-dire qu'en fait, chaque organisation, elle doit mettre en œuvre des stratégies pour aller capter ce que j'appelle, moi, l'euro philanthropique. Dans cette mesure, on est en concurrence, comme les marques sont en concurrence dans le domaine industriel et commercial. Moi, je veux vendre plus de voitures que mon voisin, donc je vais trouver des arguments pour être plus singulier, plus performant, disruptif, etc. Moi, il me semble que ces organisations, ces fondations, ces associations, au-delà de leur préoccupation presque, on va dire, univoque de leur position, de leur projet, de leur performance, etc.,
ne peuvent pas réfléchir isolément, mais doivent réfléchir et travailler avec cette intention collective d'attaquer des sujets qui sont des sujets d'économie politique. Les questions du climat, tu l'as cité, de santé publique, de défense des minorités, etc. Et donc, quelque part, et heureusement que le secteur fait ce travail collaboratif, France Générosité, le don en confiance, l'Association française des fonds de toutes ces structures d'intermédiation ont aussi comme vocation de faire en sorte qu'il y ait une cohésion d'ordre plus supérieur, hein, c'est de la superstructure que simplement je vais faire le message le plus performant, je vais voir ce que me raconte Renaud en matière de criblage, enfin de manière de cribler mes cibles avec comment dire ce qu'indique Laurence en l'expliquant que plus on accentue un certain type de message, un certain type de stimuli, et plus on va créer finalement des surexpositions ou des surréponses sur la manière dont on sollicite et la façon dont on sollicite et les messages sur lesquels on sollicite les publics. Et je crois qu'il faut encourager les collaborations, il faut encourager l'attaque par plusieurs organisations sur un même sujet afin d'avoir de la puissance, c'est-à-dire sur des sujets d'éducation, sur des sujets de lutte contre la pauvreté, etc. Il y a sans doute une nécessité de travail collectif, mettre en commun des moyens pour être beaucoup plus puissants et attaquer des sujets de façon plus efficace que dispersée par les interventions de chacun selon ses propres chapelles. Alors, deux choses. Déjà, il y a une deuxième question, enfin qui n'était pas une question, qui était une remarque, mais qui va dans ce sens-là, Antoine. C'est-à-dire que pour favoriser le don, la générosité, il semble important que les collecteurs fassent valoir globalement leur rôle dans la société. C'est ce que tu viens d'évoquer, et probablement de campagne collective. C'est aussi ce que tu viens d'évoquer. Et puis, eh bien, ça nous amène, puisque je connais un peu l'architecture de la Good Week, pour parler de tout ça. On va en parler lors de la plénière de clôture à la fin de la semaine de ce sujet-là, puisque c'est globalement un peu le centre du sujet. Mais d'ici là, on a quand même une semaine de plénière. J'ai un rôle de timekeeper et il est 10h28. Et donc, je voudrais vous remercier tous les trois pour avoir participé à cette plénière d'ouverture. Une plénière d'ouverture de qualité, puis qui va nous donner l'accès à cette semaine que j'espère passionnante et que je sais passionnante, et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Je vous donne rendez-vous, moi, dans une demi-heure pour un atelier sur le podcast comme vecteur de lien. Vous aurez aussi d'autres rendez-vous aujourd'hui. Alors, je reprends le calendrier, réinventer la générosité au quotidien, c'est à 14h, l'innovation au service de votre cause, avec Jean-Pierre Levieux et Corinne Joséphides. Et puis à 16h, vous aurez Jérôme Rémignac et Antoine. Tu es encore là pour l'intelligence artificielle. Quand je disais qu'Antoine était un passionné d'intelligence artificielle, je ne mentais pas. Voilà, demain, on aura encore 2 rendez-vous, à 11h et à 16h30. Jeudi, on en a 3, à 11h, à 14h, à 16h. Et vendredi, grande journée, puisqu'on a 4 rendez-vous encore. Voilà. Toute la semaine. Jeudi, j'interviendrai aussi sur les legs, sur le score leg avec Corinne et Isabelle. Voilà. À 16h. Et moi, je voudrais remercier tous les trois. Grégoire, pour ton animation toujours remarquable. Renaud et Laurence, merci de vous être mobilisés. J'encourage tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont écouté cette conférence, de se tourner vers Laurence et Renaud quand vous posez des questions aussi essentielles que celles qui ont été abordées ce matin, parce que je pense que ça peut être pour vous des apports fondamentaux pour mieux, enfin, en tout cas, gérer vos projets et vos ambitions et vos missions. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être rejoints à nous. Merci beaucoup, Antoine, pour cette organisation et cette session. Merci, bonne journée, bonne semaine à tous. Au revoir. Et merci. Merci Grégoire. Au revoir Laurence. Bye bye.